Bonjour et bienvenue sur le podcast AI4U. Cette semaine, j'accueille Théo Leblanc, un entrepreneur de 16 ans qui t'aide à maîtriser l'IA avant qu'elle ne te maîtrise. Ensemble, nous allons discuter de prompt engineering, de ChatGPT, de Midjourney et toutes les IA qui peuvent t'aider à gagner du temps dans ton quotidien. On va également parler de FreeIA, le nouveau projet de Théo qui l'ambitionne de devenir la plus grande communauté d'IA en France. Tu pourras retrouver tous les contenus cités pendant le podcast directement en description de cette vidéo. Sans plus de transition, voici ma conversation avec Théo. Bonjour Théo et bienvenue sur le podcast. Merci. Du coup, avant de commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc moi je m'appelle Théo Leblanc, je suis un entrepreneur et créateur de contenu de 16 ans qui a pour mission de rendre l'IA accessible à tous à travers mes contenus, à travers les différents projets que je peux entreprendre, comme le fait de créer la plus grande communauté francophone sur l'IA nommée Free. Donc on va revenir à peu près après sur tes projets. J'avais d'abord une question, une interrogation. C'est que j'ai pu me renseigner sur toi, j'ai fait mes devoirs. Et j'ai vu que tu as commencé à entreprendre très jeune, vers l'âge de 12 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? C'est plusieurs choses. Déjà, j'ai la chance d'être né dans une famille d'entrepreneurs, donc forcément, j'ai été exposé depuis que je suis petit. Donc ça a beaucoup contribué au fait que j'ai eu envie d'entreprendre jeune, que je sois exposé à ce milieu-là, que j'ai voilà différentes compétences qui se développent un peu plus vite, on va dire, différentes velléités. Mais également le fait que depuis petit, j'ai envie d'accomplir des choses, j'ai envie de faire de grandes choses, de gagner de l'argent, de pouvoir avoir un impact, de pouvoir transformer, enfin, de pouvoir transformer la réalité grâce à mes idées ou avec mes idées, de pouvoir finalement qu'il n'y a plus de barrière entre mes idées et la réalité. Et pour ça, au départ, je voulais devenir écrivain, mais très vite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être la voie la plus facile par rapport à ce que je voulais faire, voire quasiment impossible. Donc, l'entrepreneuriat était une voie beaucoup plus simple d'accès, finalement, beaucoup plus prolifique par rapport à ce que je voulais faire. Et c'est assez naturellement que, avec le confinement, enfin, un peu avant le confinement, j'ai commencé à m'y intéresser. En plus, c'est à cette période-là que mon frère s'est lancé. Donc, j'ai commencé à me mettre là-dedans dans l'entrepreneuriat avec les différentes choses classiques, le dropshipping, le SMMA, ce genre de choses, qui au final, avec lesquelles je n'ai pas gagné un seul euro pendant plusieurs années parce que je n'étais pas formé, je n'avais pas de compétences. Donc, forcément, je ne pouvais pas réussir. Euh, mais c'est ce qui m'a permis de me lancer et de commencer à apprendre. Ouais, de toute façon, c'est toujours ça. On se lance, on se réalise pas tout ce qu'il y a à apprendre. Et en fait, finalement, on se dit, ouais, c'est facile parce qu'on comprend deux, trois trucs. Et plus on avance, plus on comprend, plus on voit ce qu'on a à apprendre. Et Tout ce qu'on ça, sait pas. Bah, c'est c'est l'effet ça. d'une cure. Enfin, je sais jamais le dire. Ouais, c'est ça. Mais C'est ça, ouais, on a l'impression, quand on arrive sur un nouveau domaine, on se dit, ah, c'est bon, on en connaît 10%, on a l'impression que on comprend tout, et en fait, finalement, plus on avance, plus on réalise tout ce qu'on a à apprendre, on se sent un peu perdu. un petit exemple là-dessus, sur cet effet-là, Ouais, c'est que, alors que ça fait déjà, ça fait plusieurs années que je m'intéresse au sujet, mais ça fait, on va dire, 9 mois, enfin, 6 mois, 9 mois que je passe vraiment mes journées sur de l'IA. Je n'ai toujours pas atteint la phase où je considère avoir touché le fond du moment où on se considère le plus bas. Je continue à découvrir des choses que je dois apprendre. Alors, c'est vraiment technique, c'est pas nécessaire. Par exemple, sur les cartes graphiques, sur les différents processeurs, sur la partie vraiment technique liée aux IA, notamment avec Nvidia, avec tout ce qui sort récemment, où je ne comprends pas trop les termes techniques. Et encore aujourd'hui, et encore, je pense pour les prochains mois, je découvre de nouvelles choses que je ne sais, enfin, que je ne sais pas et dont je n'avais même pas idée. ah, bah, clairement, genre, moi, j'ai fait une thèse en IA, et encore maintenant, il y a plein de choses que je sais pas, il y a plein de choses où Ouais. j'apprends, et je me dis, tiens, si je dois tout apprendre, c'est impossible, en fait. À un moment donné, faut se Faut déléguer ça à spécialiser. l'IA. C'est ça, ouais. Ou se spécialiser dans un truc parce qu'il y a des Ouais, choses où c'est un peu assez complexe et on peut passer toute une vie à tout apprendre sans jamais passer à la pratique. C'est un peu le piège. C'est bien la sûr. procrastination déguisée en disant, bah allez, je vais commencer à appliquer quand je saurai tout. Alors que du coup, toi, c'est un avantage. Tu te dis, tiens, je lance. Et c'est un gros avantage parce il y a certaines personnes qui disent, je vais attendre d'être expert avant de partager. Et c'est un gros frein. Alors, on a besoin d'être expert pour apprendre des choses aux gens. On peut, dès qu'on apprend un petit truc, se dire, bah tiens, si je le partage, des fois on se dit, bah non, c'est que de la. Je veux dire, c'est des choses un peu débutantes, ça va pas impacter des gens. Bah, en fait, si, il y a plein de gens qui ne le savent pas et ça va leur apprendre pas mal de choses. Et plus on apprend, plus on a de légitimité à transmettre, etc. Mais de commencer dès qu'on apprend quelque chose à transmettre, c'est vraiment une qualité incroyable et vraiment, ça permet de se lancer, quoi. N'importe qui, même un débutant, peut apprendre des choses à d'autres personnes. Ouais. C'est la méthode explorateur, dont on parle beaucoup, mon ami Ulysse Lubin, où simplement, rien que par le fait d'apprendre et de documenter ce que tu apprends, la manière dont tu l'apprends, la manière dont tu expérimentes, tu peux permettre à d'autres personnes à la fois d'apprendre en même temps que toi, d'apprendre plus vite que toi, et donc tu peux enseigner même en étant un débutant.
c'est la force de la méthode explorateur, c'est la force de commencer à documenter tout ce que tu fais et c'est la force d'Internet. Ouais, carrément. Et toi, du coup, comme tu t'es lancé jeune, tu trouves que c'est un frein ou un avantage, en fait, d'être aussi jeune et de te lancer dans l'entrepreneuriat? Non, c'est forcément une force dans le sens où déjà, alors on a tous nos avantages comparatifs sont irréplicables, on va dire. Moi, dans mon cas, un des avantages, c'est l'âge, forcément, parce que très peu de gens, il y a très peu de gens de mon âge, donc c'est un avantage que les autres n'ont pas, qui me donne de la valeur à travers mon potentiel. Donc, parce que plus je suis jeune, plus j'ai de potentiel forcément derrière, parce que j'ai plus de temps pour l'accomplir. Donc, naturellement, je sais qu'aujourd'hui, ce qui est à la fois très dur à vivre, mais en même temps quelque chose de positif, la majorité de mon potentiel et de ce que je peux accomplir, enfin, la majorité de ma valeur, de ce que je peux accomplir, est liée à mon âge, est liée finalement au fait que je me suis lancé aussi jeune. C'est aussi ce qui me permet d'avoir de l'avance et donc de pouvoir me permettre de travailler sur du beaucoup plus long terme. Le meilleur exemple là-dessus, c'est que je vois tout autour de moi, commençons par les IA, c'est que la majorité des gens, la majorité, par exemple, des personnes qui créent du contenu qui sont assez influentes sur le milieu de l'IA, parce qu'aujourd'hui, je considère que je fais partie, on va dire, des 10 personnes les plus influentes sur la vulgarisation de l'IA grand public. Et je connais la majorité des autres 10 personnes. Et l'extrême majorité d'entre eux, si c'est pour ne pas dire tous, s'orientent vers des propositions de valeur, finalement du travail en B2B, parce que ça paye plus. Oui, aujourd'hui, concrètement, une journée de consulting sur de l'IA, on peut la vendre à 5000, voire, enfin, ça dépend. Mais on peut aujourd'hui la vendre, j'ai des amis qui la vendent même à plus que ça, sur du consulting sur de l'IA, parce qu'on fait gagner 10, 20, 30% de productivité en 1 à 3 jours uniquement avec des choses simples comme des prompts, enfin, des choses basiques, mais qui permettent de faire gagner plein de productivité. Et donc, tous les gens autour de moi s'orientent vers ce type de business parce qu'ils sont potentiellement plus âgés et qu'ils ont besoin d'argent vite, etc., que c'est plus rentable aujourd'hui. Et ce sera plus rentable pour moi pour les 6 mois, 2 ans, 3 ans à venir. Mais moi, c'est pas le choix que j'ai fait. Le choix que je fais, c'est de m'orienter plus vers du B2C ou du B2C2B, ce qui se dit pas trop, mais dans le sens où je vais expliquer après quand j'étais à là, mais où j'ai un positionnement où je veux devenir la référence mainstream numéro un sur l'IA auprès du grand public et vendre d'abord auprès du grand public parce que sur du long terme, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, c'est ce qui me permettra d'avoir plus d'impact, ce qui me permettra de bâtir des plus gros projets derrière et faire de gagner moins d'argent sur les années à venir, peut-être d'être limite niveau rentabilité, de devoir avoir d'autres activités à côté, etc., pour équilibrer. Mais sur du long terme, c'est ce qui fera la différence. Et c'est parce que je suis jeune que je peux me permettre d'avoir une vision beaucoup plus long terme, d'avoir une vision voilà, sur 10, 20 ans, et que ça soit presque uniquement un pari et que je puisse me permettre d'en faire d'autres derrière. Alors que ça représente, pour certaines personnes, ça représente le reste de leur temps de travail. Alors que pour Hmm. moi, c'est que le départ. Ouais, carrément. C'est sûr, c'est vrai qu'après, plus tu es âgé, tu as différentes visions, des différentes choses que tu vas accomplir, des choses comme ça. Avec la famille, tout ça, c'est pas toujours facile d'arbitrer le temps perso, temps pro. Alors qu'on est plus jeune, on se dit, bon, allez, en vrai, allez, là, j'ai du temps, tu peux gérer un peu ton emploi du temps un peu plus facilement, quoi. Et du coup, tu es arrivé sur LinkedIn et voilà, comment tu es arrivé sur LinkedIn, sur ce réseau social, qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que souvent, c'est pas Ouais, forcément un réseau social pour les personnes jeunes, quoi. c'est sûr. J'ai toujours détesté les réseaux classiques, type TikTok, Instagram, enfin tous les réseaux de vidéos courtes parce que je considère que c'est un poison. Enfin, c'est pas je considère, c'est parce que ces réseaux-là sont un vrai poison, à la fois pour notre génération, mais aussi pour les plus âgés. On sait que ça détruit une partie du cerveau, que c'est extrêmement nocif, ça nuit à la productivité, ça nuit au bonheur, ça nuit à énormément de choses. Et j'ai toujours, donc je suis jamais allé sur ces plateformes-là. Je n'ai jamais installé TikTok. Je suis jamais abonné à plus de 30 personnes sur Instagram. Par contre, je passe beaucoup de temps sur YouTube parce que c'est du contenu travaillé, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert, entre autres, Ulysse Liban, dont j'ai déjà parlé sur un méthode explorateur, avec qui j'ai pas mal échangé. C'est un aventurier qui documente ses aventures sur YouTube, sur LinkedIn. Et donc, justement, il m'a un peu ouvert à LinkedIn. À la base, il faut quand même savoir que je suis un ancien écrivain. J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune à écrire, de la fiction principalement. Je voulais devenir écrivain quand j'étais jeune, ce qui au final n'a pas abouti parce que c'est pas la meilleure voie par rapport à nos objectifs. Mais donc, il m'a montré LinkedIn comme cet échappatoire qui pouvait me permettre finalement de retourner à ce petit péché mignon qu'est l'écriture et en même temps de commencer à bâtir une audience, de commencer à exposer mes idées et de commencer à construire un leverage sur du long terme. Et du coup, si tu devais définir le contenu que tu livres sur LinkedIn pour personne qui nous écoute, tu résumerais ça comment? Aujourd'hui ou en global? Euh, Là, aujourd'hui, pour les gens qui veulent rejoindre, suivre sur LinkedIn, qu'est-ce qu'ils pourront y trouver? Aujourd'hui, j'ai globalement 80.
enfin 80-90% de mon contenu parle d'IA et a pour objectif de permettre à n'importe qui de s'en servir très rapidement, très facilement et de comprendre comprendre les différentes notions de l'IA pour être capable, même dans 6 mois, de s'adapter aux différentes choses qui vont sortir sans avoir besoin de retourner voir les dernières astuces. Donc, je ne vais pas être dans la dernière astuce ChatGPT, le dernier mot à la mode. Non, je vais plus vouloir expliquer des concepts. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est finalement, comment fonctionne le modèle ChatGPT pour comprendre qu'est-ce qui peut changer, etc. Comment fonctionne Midjourney, comment fonctionnent les différentes IA, qu'est-ce qui est en train de se passer, finalement, pourquoi est-ce que certaines entreprises fonctionnent mieux que d'autres. On a vu l'exemple d'NVIDIA qui a plus que triplé son bénéfice en 2 ans. C'est ce genre de choses finalement où je vais essayer d'analyser. Je vais aussi parler de techniques plus actionnables, on va dire. Par exemple, j'ai certains posts où je partage juste un outil sur un cas concret très précis qui permet de gagner du temps. Je sais pas, pour planifier ses vacances grâce à un outil, pour faire préparer une recette uniquement en prenant une photo de son frigo, etc. Mais j'essaye vraiment de rendre l'IA accessible très facilement en quelques dizaines de secondes. Et du coup, comment tu t'es intéressé à la base à l'IA? Parce que comme tu dis, tu venais un peu de l'écriture. Comment on fait cette passerelle du coup de l'écriture à l'IA? L'écriture, c'est quand même quand j'étais jeune, principalement là où j'étais vraiment à fond. Du coup, j'ai commencé à entreprendre à 12 ans, j'ai un peu lâché l'écriture vers mes 11-12 ans. Enfin, en tout cas, un peu. Mais ça fait quelques années que je sens le truc, je m'intéresse aussi beaucoup à la technologie. Mon père achète tous les derniers iPhones, achète beaucoup de technologie. Enfin, beaucoup dans la domotique. Par exemple, la maison dans laquelle du coup j'étais en famille avait des Google Home partout. Enfin, qui étaient configurés avec l'automatisation, plein de trucs, etc. Donc, je baigne aussi un peu dedans depuis que je suis petit avec mon père. Mais je me suis toujours intéressé à ça parce que les automatisations, les robots, le transhumanisme, les IA, etc., je sentais que c'était le futur. Quoi. Dans les jeux vidéo, c'est ce qui permet de faire des choses folles. Et ça fait quelques années que je m'y intéresse au deep learning, au machine learning, etc. Mais à l'époque, c'était réservé à des grosses boîtes. Il fallait avoir une formation d'ingénieur, il fallait avoir une équipe pour commencer à développer des choses, etc. Tout seul, sans formation, sans connaissance en code, c'était impossible. D'ailleurs, un de mes regrets, c'est de ne pas, à cette époque-là, de ne pas m'être formé au code. J'aurais dû, tant pis. J'aurais pas forcément le temps, mais c'est pas grave. Mais donc, j'ai un peu lâché à ce moment-là parce que c'était pas possible. Et en décembre dernier, j'ai cherché, j'ai eu un petit souci, on va dire, pro sur LinkedIn. Enfin, je me suis fait un peu escroquer rapidement, on va dire, sans entrer dans les détails. Et j'ai eu une petite baisse de morale, une petite baisse de régime aussi en termes de stats. Et j'ai cherché comment est-ce que je pouvais m'améliorer, comment est-ce que je pouvais passer un nouveau cap. Parce qu'à l'époque, je tournais en moyenne entre 5 et 10 000 vues par poste, ce qui était bien, mais sans plus. Voilà, j'allais passer les 5 000 abonnés. C'était correct, mais je voulais passer un nouveau step. Et c'est là où j'ai vraiment découvert le storytelling. Donc, j'ai commencé à vraiment me former en storytelling, à devenir bien meilleur, ce qui est devenu vraiment ma marque de fabrique. Alors, un peu moins récemment, mais entre il y a 4 mois, il y a 2 mois, quasiment tous mes posts étaient vraiment orientés à son histoire, à raconter quelque chose. Et c'est ce qui m'a fait très, très bien fonctionner pendant cette période. Je tournais à 40 000 vues en moyenne par post. Mais également, c'est là où je me suis replongé dans les IA avec la sortie de ChatGPT qui a fait un peu de bruit le 30 novembre, avec Midjourney qui devenait de plus en plus utilisable, avec pas mal de projets qui se lançaient à ce moment-là, qui est devenu public, ou en tout cas qui suivaient cette hype, ce qui m'a permis de me plonger dedans. Et depuis, ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai plongé en apnée et je suis toujours sous l'eau en train de nager au fond de l'eau à chercher différents outils. Alors j'ai un peu repris d'oxygène récemment ces 2 derniers mois, mais c'est là où j'ai plongé et depuis, je suis complètement fasciné par tout ce milieu-là, tout ce qui est possible, toutes les possibilités, toutes les nouvelles choses, tous les nouveaux domaines, les nouvelles, voilà, les nouveaux rêves que ça rend réel. Ouais, bah c'est un peu ça. Tu mets le doigt et après, tu es emporté et tu sais pas Le où tu rabbit vas hole. t'arrêter. Ouais, c'est un peu pareil pour moi. J'étais en école d'ingé. Et je voulais faire de l'IA, mais il n'y avait pas vraiment de cours. À cette époque-là, on appelait ça plutôt du data mining, pas data science. Et du coup, je suis parti au Luxembourg où là, il y avait des spécialités en IA. Et après, j'ai fait des stages. Et après, voilà, je me suis plus en plus orienté. Et puis, l'avantage, c'est que c'était le début des MOOC. Il y avait énormément de MOOC sur Et MOOC? des MOOC, c'est des cours qui sont en ligne, en fait, que tu peux suivre en Ah, ligne. ok. Et du coup, je sais pas si tu connais Coursera, EDX, Udacity. C'est des grosses plateformes de cours où tu as des cours du coup du MIT, de Stanford, etc., où tu peux suivre. Ok. Et ça coûte pas très très cher. Et du coup, j'ai commencé à dévorer tous les MOOC que je trouvais sur machine learning.
Et voilà, j'ai jamais vraiment arrêté, quoi. C'est le truc, Ok. même encore maintenant, en fait, hein. C'est qu'il y a tellement de choses. Sur YouTube, c'est vraiment une mine d'or. Faut parler anglais, hein, mais c'est une mine Bien d'or sûr. sur tout ce que tu peux voir sur le contenu de machine learning data science. Et c'est un peu ça le truc dommage, c'est que il faut parler anglais. Et sur le côté français, il y a encore, ça se développe, il y a de plus en plus de choses, mais ça reste encore un Sur peu faible. l'IA, honnêtement, en français, la seule personne que je connais, c'est Ludo Salen, qui a dépassé un peu les 30 000 abonnés, qui s'est repositionné du coup il y a quelques mois en termes d'IA, mais qui avait déjà une chaîne à développer, et qui, je trouve, est bien, mais pas au niveau des Américains, très Hmm. clairement, pas encore. Mais de manière, je prépare un lancement en septembre pour arriver au même niveau que les Américains. En septembre, Après, octobre, normalement, justement, je devrais me mettre à publier sur YouTube. C'est prévu, pareil, encore une fois sur l'IA. après, Mais oui, en anglais, ouais. En anglais, il y a tout. En anglais, c'est là où vraiment on trouve. De toute manière, avec les IA, de plus en plus, on commence ça devient de plus en plus simple de traduire. Il y a déjà YouTube qui est en train de tester sa fonctionnalité de traduction à oui. la fois de coup de sous-titres, mais également d'audio qui devrait bientôt être tenté sur les gros YouTubeurs. Enfin, je suis pas très inquiet. Je pense que bientôt, Hmm. ça deviendra de plus en plus simple, même pour des personnes qui ne parlent pas anglais, de comprendre, d'avoir accès à des données en anglais, même si elles ne mériteraient pas forcément, si elles ne sont pas prêtes à faire l'effort de se mettre à parler anglais. Mais bon, Ouais, après aussi Machine Learning, hein, je sais pas si tu connais la chaîne, non. qui est une grosse chaîne avec énormément de cours, qui est vraiment très très bien faite. Defend Intelligence aussi, qui fait pas Oui, bien mal sûr. Mais de choses. qui publie beaucoup moins, qui fait des, enfin, c'est plus du divertissement autour de l'IA, je Ouais, trouve, Defense Intelligence. c'est ça, ouais. En gros, l'idée, c'est d'amener à poser des questions sur les IA avec un côté divertissement, alors que Machine Learning, c'est vraiment voilà, comment on code en Python, comment on entraîne un modèle, comment on le fait ça. Il y avait c'est beaucoup plus technique, etc. Mais Qui a voilà, arrêté de poster depuis un an. Ouais. voilà, lui, il a arrêté de poster Machine Learning ouais, depuis un an. Ok. Mais ces contenus qu'il a créés, ils sont toujours d'actualité en soi, vu que c'est les bases fondamentales de l'IA. Ouais, c'est sur le machine learning, le deep learning, tout ça. Ok. C'est ça. Super intéressant. Mm. Et du coup, toi, tu dis, tu t'as sauté, tu as fait pas mal de domaines. Là, l'IA, tu es en apnée. Pour toi, c'est une tendance à suivre ou c'est un peu un domaine fondamental que tu souhaites continuer à développer? Ah, perso, c'est un domaine fondamental dans lequel, justement, mon but, c'est de devenir la référence sur 10 20 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose dans lequel je compte m'investir sur le très long terme et qui est pour moi un domaine qui va devenir, enfin, qui devient fondamental. On voit que, pas simplement, il suffit de regarder Nvidia, hein, que même si Nvidia ne fait pas que ça c'est devenu l'extrême majorité de ses bénéfices et de son chiffre, avec une rentabilité de 70%. Bref, c'est pas la question. Ça, c'est énorme. Non, non, pour moi, ça devient un domaine fondamental. Ça l'est déjà dans pas mal de choses sans qu'on le sache depuis pas mal de temps. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle l'IA. Tout dépend de la définition qu'on donne à l'IA. Pour moi, c'est simplement une machine capable de faire des choses qu'aurait fait un humain, normalement. Ouais. Donc, je rentre dedans tout ce qui est... Non, mais parce que ça dépend de la définition. Luc Villa, par exemple, dans sa définition, l'intelligence artificielle n'existe pas. Ce qui lui fait un Mm. titre très clivant pour ce bouquin, comme par Ouais. hasard. Mais... c'est déjà structurant pour moi. On le voit par exemple dans les usines de voitures. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'ouvriers qui travaillent, qui construisent des voitures. Mm. Et c'est quelque chose qui paraît normal à la population. Et pour moi, l'IA enfin, pareil pour la logistique dans les magasins, on réfléchit même pas au fait que tout soit optimisé par rapport à nos habitudes de consommation, etc. Que les caméras, elles servent pas qu'à surveiller les vols, mais aussi à analyser les données, etc. pour construire les meilleurs agencements. Et je pense vraiment que là-dessus, voilà, l'IA déjà quelque chose de structurant pour énormément de grosses entreprises, mais va Mm. devenir en plus quelque chose de structurant dans la vie de monsieur tout le monde. Ouais. C'est vrai que on pense que aujourd'hui l'IA elle est partout, etc. Ce qui est vrai de la plupart des cas. Mais il y a aussi pas mal d'entreprises qu'on pense à jour, mais qui sont en retard. Beaucoup. L'extrême majorité des entreprises sont extrêmement en retard, mais sur Ouais, énormément de sujets. Et c'est pas que ouais. l'IA, c'est sur Non, plein de non. sujets où il y a beaucoup de retard. Il suffit de voir Ouais. les entreprises qui abordent les réseaux sociaux aujourd'hui, enfin qui découvrent les réseaux Ouais. sociaux aujourd'hui. Il y en a plein. Donc, Ouais. Mais surtout les banques, en fait. Ça, moi, quand ça m'a choqué, j'ai travaillé sur des missions dans le secteur bancaire et que j'étais, enfin, voilà, sorti d'école et tout. Je me dis, bah, en vrai, ils ont de l'investissement, ils ont de la force de frappe, etc. Et je regarde là-bas et en fait, tout était en retard, mais de plusieurs années, quoi. Et là, même maintenant, je me dis, bah là, je suis retourné des fois dans des entreprises où j'étais là il y a 10 ans et en fait, c'est tellement lent à évoluer qu'en fait, ça n'a pas pas bougé. grand-chose n'a changé. Ouais, c'est assez fou, en fait.
Des fois, il y a des gens Mm. qui sont en train de paniquer en disant ah, l'IA va nous remplacer, dans dire tout dépend de dans quel domaine tu es, parce que ça avance pas à la même vitesse partout. Dans les Bah, boîtes tech, ça avance très vite. Dans d'autres ouais, boîtes, tout est parce que plus c'est long, sexy quoi. aussi les modes tech, mais c'est plus long aussi, enfin pour ça et également bah, parce que ça coûte de l'argent, mais aussi à cause du côté juridique. Ce qui est très long, c'est à la fois les grosses boîtes, les grosses structures, grosses machines de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes, c'est extrêmement dur à bouger. Et Ouais. les instances juridiques, c'est aussi quelque chose de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes, donc c'est aussi extrêmement dur et long à bouger. On le voit, avant qu'une loi passe, ça peut prendre plusieurs années, avant qu'elle s'applique, encore plus longtemps. Hmm. Donc, c'est aussi un problème qu'il y a dans l'IA. Si on le voit mid-journée, Midjourney marche sur des œufs depuis maintenant quelques années quand même. Parce qu'à tout moment, Midjourney peut simplement. Enfin, non, aujourd'hui non, Midjourney ne peut pas se faire supprimer, mais il y a quand même des grosses questions sur enfin, sur les droits des images liées à Midjourney. Pour moi, quand c'est sorti ChatGPT et Midjourney, j'étais en mode, bah, moi, pour moi, le plus gros problème, c'est le problème de droit d'auteur, tu vois. Et il y a pas mal de gens Bien qui disent, sûr. ouais, tu comprends pas, ça met des gens au chômage. Je fais, en fait, vous vous rendez pas. En fait, sur le long terme, et il y a moyen que des choses soient optimisées, mais en fait, pour moi, le plus gros problème, c'est le droit d'auteur parce qu'il y a des données qui sont Mm. utilisées pour l'entraînement. On n'a pas le droit, en fait, ils n'ont pas le droit d'exploitation. Et, C'est vraiment. et c'est C'est le ça. problème, quoi. C'est Et pour ça là, qu'on s'en rend pas compte, hein, Midjourney, mais demain, enfin, théoriquement, Midjourney, alors, peut pas être fermé, mais c'est pas si loin que ça. bah ouais, Parce par que. exemple, en Europe, il pourrait ne plus être utilisable, des choses comme ça. Par exemple, Ouais. Steam, refuse les jeux qui sont basés sur des images Qui utilise Ouais, j'ai vu ça. Avec des IA. des images utilisées par Midjourney, etc. Tu as le droit d'utiliser seulement si toi-même tu as entraîné ton algorithme avec seulement des images dont tu as le droit d'exploitation. C'est ça. Et du Et coup, est-ce que pas si tu mal arrives à ça. récupérer un modèle qui est pas... Est-ce que ça compte les modèles open source? Un Bah, en modèle open fait, source entraîné sur des données sur lesquelles ça n'a pas les droits, du coup que tu surentraînes, ça devient ton propre modèle. c'est jamais ton propre modèle parce que du coup, les poids ont déjà été entraînés. Donc même si tu les fine-tunes, Open source, euh, tu considères ça comme le fait que bah, c'est pas ton propre modèle. Bah en fait, non, parce que du coup, il était d'abord entraîné sur des données que tu n'as pas le droit. C'est de l'entièreté de l'entraînement, je pense. Bah, sinon, ça n'aurait pas vraiment de sens. Tu Mais prendrais comment tu Midjourney. détectes? Comment est-ce qu'il détecte si jamais c'est entraîné avec ton modèle ou pas? En fait, c'est pas vraiment de la détection, hein, c'est plutôt de l'humain. Ils vont regarder, ils vont dire est-ce que tu as les droits? Et c'est à toi de dire est-ce que tu as les droits. Et à toi de voir si tu as envie de mentir sur ton Oui, produit ou ok. pas. Non, mais je pense que ça se passe comme ça parce que c'est pas compliqué de détecter, peut-être même. Alors que bon, je pense que C'est impossible. il y a des traces peut-être que tu peux retrouver, des pixels qui sont toujours au même endroit, des choses comme ça peut être Ouais, possible. mais comment tu fais la Mais différence? Enfin, tu peux, entre un modèle qui a été fait par quelqu'un en privé qui ressemble énormément à un autre modèle, enfin, c'est extrêmement compliqué à déterminer. ouais, bah c'est pour ça que je pense que c'est plus on va demander à l'auteur, est-ce que du coup ton jeu s'est basé sur des trucs et la personne elle va dire oui ou non, etc. Et Hmm. donc après ça dépend si tu es de bonne foi ou t'as envie de mentir sur ton produit ou pas. Je pense que Ouais. c'est compliqué quand même. Et là du coup toi, tu parlais de ChatGPT, Midjourney, etc. Est-ce que tu as des outils dernièrement qui t'ont marqué et dont tu aimerais discuter? Bah déjà, il y en a un qui est sorti très récemment, qui pour moi a le potentiel pour devenir un concurrent à Midjourney, surtout s'ils continuent à tarder à sortir leur site. J'ai oublié le nom, donc je vais changer de page très rapidement. Mais c'est un outil qui permet de générer des images, comme peut le faire Midjourney, mais qui permet de générer également des images avec du texte intérieur. Tu peux décrire le texte que tu Ah, veux qu'il y ait sur l'image, ce qui est impossible sur Midjourney, ce qui peut hmm, poser quand même pas mal de soucis. Et cet outil, du coup, permet de le faire. Et ça, c'est con, hein, mais ça change beaucoup de choses. Et du coup, j'ai juste sous la main Ideogram, idéogramme. ideogram.ai, et donc qui permet de générer des images avec du texte, en plus sur un site internet, donc c'est bien plus ergonomique qu'un Discord. Malheureusement, je sais que ma communauté est sur un Discord, ça va bouger potentiellement sur une application après. C'est un contre ce que j'aime faire. Mais un site internet, ça reste plus ergonomique qu'un Discord, donc ils ont une carte à jouer. Pour moi, tant Ouais. que Midjourney sort pas leur site internet, si jamais Ideogram arrive à s'imposer là-dessus, en jouant sur cette feature, en jouant sur le site internet, parce que le site internet, il y a déjà d'autres IA qui le font, Leonardo.ai par exemple, qui est pas mauvais, vraiment bon. Donc, s'ils arrivent à bien mettre en avant le texte, faut voir ce que ça va donner. Mais bon, c'est prometteur, Ouais. Et là, pour toi, à l'heure actuelle, c'est quand même Midjourney qui est au top au niveau génération largement. d'images. Oui, largement. Aujourd'hui, quels que soient les modèles. Alors, bah, c'est compliqué à dire. Parce que en termes de génération pure, Midjourney est au-dessus. Mais Stable Diffusion, comme c'est de l'open source, enfin, les autres modèles open source permettent donc de faire des choses complètement impossibles sur un modèle privé parce que les utilisateurs peuvent développer des plugins, développer n'importe quoi.
Donc, Mhm. c'est compliqué à dire. Par exemple, des forums, enfin, les vidéos qu'on voyait avec de l'IA avec plein d'images qui se superposaient, ça aurait été impossible à faire avec une journée parce que les Mhm. utilisateurs n'avaient pas la main pour développer leur propre plugin. Mais est-ce que Stable Diffusion est mieux parce que ça permet d'avoir des nouvelles fonctionnalités alors qu'une journée a une meilleure qualité de génération? Ça dépend des avis de chacun. Et au niveau Bard, ChatGPT, toi, c'est quoi ton avis sur ça? J'avoue, j'ai pas encore c'est prévu, j'ai pas encore trop fait le comparatif. Je sais que Bar s'est beaucoup amélioré récemment, qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses. J'ai pas encore fait mon étude là-dessus parce que ça fait partie des sujets potentiels pour une newsletter qui est en vote depuis quelques semaines, qui à chaque fois termine deuxième ou troisième, donc il n'est pas le sujet après. Donc j'ai pas fait ma recherche dessus encore. Mais non, je ne me prononcerai pas là-dessus. J'ai pris mes habitudes avec ChatGPT, donc j'ai pour l'instant pas trop creusé Bar. Ouais, bah, de toute façon, c'est un peu Ni l'idée, Claude, c'est d'ailleurs. comment? Ni Claude. Ouais. Après, c'est ça aussi, c'est que même si Bard est meilleur, tous les gens qui ont pris leur habitude sur GPT, ça sera compliqué parce que tu te dis, ouais, même si c'est un peu meilleur, est-ce que ça vaut le coup que je change mes habitudes? Ouais, Ça, c'est très compliqué. c'est ça. Et c'est la force d'avoir été les premiers. Ouais. Sachant que en soi, ils l'ont sorti parce que aussi, il était un peu outsider, OpenAI. Alors que moi, je pense que à la base, Google, ils avaient des possibilités pour faire à peu près pareil que des Day One que ChatGPT. Mais Ah oui, bien sûr. le truc, c'est que c'est un Je pense peu. que les deux boîtes ont plusieurs modèles d'avance et qu'elles attendent de voir Ouais. ce que fait l'autre pour les sortir. On l'a vu la rapidité pour moi de la sortie GPT-4. C'est Hmm, uniquement parce que Google avait annoncé la veille, justement, Bard. Donc, ouais. Mais c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que pourquoi Google l'a pas fait, pour moi, c'est qu'ils voulaient pas refaire taille. Qui avait fait, le problème de taille qu'avait fait Microsoft, où il est lancé sur Twitter et qu'au bout devenu au bout de... néo-nazi. Ouais, c'est ça. Donc, donc, en gros, comme c'est une grosse boîte et que c'est dominante, ils n'avaient pas vraiment l'intérêt de faire ça, alors que OpenAI, c'était un peu en mode, allez, si ça marche, en fait, ça me donne une vision de ouf. Si ça marche pas, en fait, tant pis, c'est pas forcément grave, quoi. En fait, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que, en fait, ça, c'est ce que j'ai longtemps été un gros joueur de Minecraft, donc je suis toujours. Et c'est la question qui se pose aujourd'hui avec Mojang et donc Microsoft, parce que Mojang a été racheté par Microsoft il y a quelques années. Mais Minecraft est une licence profondément open source à l'origine, avec beaucoup de mods, beaucoup de choses qui permettent de changer l'expérience et donc d'avoir une image qui peut parfois être controversée de Minecraft. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et depuis que ça a été racheté par Microsoft, il y a pas mal de changements qui se font sur Minecraft au détriment de pas mal de joueurs, au détriment de la vie de la communauté. Mais parce que si jamais il y a une mauvaise image au niveau de Minecraft, ça va répercuter Microsoft, qui est beaucoup plus gros. Et à Hmm. l'échelle, Minecraft ne représente pas grand-chose. Donc même s'ils perdent quelques pourcents des joueurs par rapport à Microsoft, par rapport au risque d'une mauvaise image chez Microsoft, ça change tout. Et c'est pareil sur le fait de lancer. Pourquoi est-ce que les petites startups peuvent se permettre des positionnements méga clivants, de tenter des trucs de Ouais. ouf? Parce qu'au pire, bah, c'est la startup, c'est pas là, c'est relativement pas grand-chose. Enfin, à perdre, il n'y a Hmm. que concrètement le pari. Alors que sur une très grosse boîte, on l'a vu avec Meta, qui s'est fait détruire pendant quelques années avec leur pari sur le métaverse qui n'a pas été bon. C'était quand même un gros pari de renommer l'entreprise principale, mais qui n'a pas été bon et ils se sont fait complètement détruire. Alors même si maintenant, récemment, ils ont bien remonté parce qu'ils ont sorti des perfs complètement folles, surtout sur Instagram. Mais il faut voir quand même que c'est compliqué de faire ce pari-là et que Google n'avait pas intérêt à faire ce pari, ni Microsoft. Microsoft, bah, pour différentes raisons, c'est que Microsoft se disent au pire, on laisse les autres faire le pari et on rachète. Hmm. Et Google, ils se disent on laisse les autres faire le pari et on l'impose avec Google. Bon, bah, au Ouais. final, ce qui est pas super bien passé parce qu'ils n'ont pas été assez rapides et assez haut niveau là-dessus sur l'IA. Ils n'ont pas réussi à couper l'air sous le pied d'OpenAI, donc derrière de Microsoft qui a fait la stratégie de racheter. Mais OpenAI a pu se permettre de le lancer plus tôt, enfin, c'est ce que je pense, en tout cas c'est une hypothèse, Hmm. de lancer plus tôt, d'avoir ce risque parce que c'est qu'une startup alors dans laquelle est Ouais. investi plusieurs centaines de millions, voire des milliards, je sais plus exactement, enfin, c'est des sommes complètement indécentes. C'est pas qu'une startup, ça a été énormément Ouais. d'argent investi, c'est des noms énormes, mais C'est pas c'est pas un Google. Google ou c'est pas Ouais. un Microsoft. Je suis d'accord. Donc, Non, ouais, je suis d'accord. Et même avant ChatGPT, moi, j'avais vu, je sais pas si tu avais déjà essayé, ça s'appelle Dungeon AI. Je sais pas si ça existe encore. C'était non. sur GPT-3. Et c'était en fait c'était une application où c'était un maître du jeu et qui te faisait jouer avec ChatGPT, un truc. C'était un peu le prémisse un peu de ChatGPT en fait finalement. Et du coup, Ok. tu lui posais des questions et ce que je trouvais fou, c'est que par exemple, tu prenais, par exemple, tu dis, bah là j'ai une épée, je la mets dans mon sac, tu vois. Et plusieurs après, tu dis, je prends mon arme, il dit, là, vous ressortez votre épée de votre sac, tu vois. Du coup, il y avait des Et choses où il retiens. prenait des retiens, ce qui est un peu là aujourd'hui dans ChatGPT. Et j'ai trouvé Ouais. ça
absolument fou, quoi. Et de ça à ChatGPT, finalement, il y a pas. C'est le même, la même entraînement, enfin, le même transformation de texte en vecteur derrière, etc. Et je trouvais que ça, c'est assez fou, quoi. Du coup, ça, Ouais. quand ChatGPT est Ah, sorti, ça m'a pas tellement surpris et j'ai trouvé ça fou. Par contre, dans la communauté, le bond que ça a fait, en fait, par rapport ouais, en fait, bah, c'est l'effet waouh. Ils ont réussi, ils ça, ont ouais. cartonné, c'est que chaque nouvel utilisateur en ramenait plus d'un. Et c'est simplement, c'est l'équation, quand ton taux de référol est supérieur à juste 1,0, forcément, tu deviens viral. Bah, ça, c'est assez ouf parce que, en fait, derrière les technologies, il n'y avait rien, il n'y a pas de technologie éclatée, en fait, derrière. Enfin, il n'y avait rien qui faisait passer une nouvelle étape, tu vois, quand tu regardais à C'est ce pas une moment-là. révolution technique, c'est une C'est révolution ça. de l'UX. Le génie d'OpenAI, ça a été de sortir une Ouais, interface compréhensible par la ménagère. ouais, c'est exactement ça, ouais. Et du coup, derrière, il fait, oh là là, les derniers trucs qui sont sortis, c'est fou. Là, derrière, bah, niveau technique, en fait, ça fait déjà longtemps que GPT-4, enfin, GPT-3 existe, c'était très bien. Et il y a plein de gens qui faisaient des chatbots avec, en fait, finalement, Bien sûr. pour la compréhension du texte. Et c'est vrai que quand c'est sorti, j'étais un peu là, je comprenais pas bien, en fait, du coup, au début, la hype L'engouement, sur oui. ChatGPT. Ouais. Alors, aujourd'hui, je comprends tellement, en fait, c'était au niveau que c'est au niveau du produit, etc. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait tellement de news et la moitié était achetée sur, sur ce truc-là. C'était assez fou, quoi. Et là, après cette vague, du coup, il y a plein de gens qui parlaient de l'IA. Toi, c'est quoi les IA aujourd'hui que tu utilises au quotidien et qui te font gagner du temps? Ouais, bah, mid-journée, forcément, parce que je mets une image d'IA quasiment à tous mes posts. ChatGPT, la classique. C'est pas enfin, ça dépend ce qu'on appelle l'IA, mais j'ai triché, c'est un outil d'automatisation, mec, mais dans lequel j'utilise pas mal d'IA, qui me permet de Ok. créer des automatisations. J'utilise différents plugins sur Obsidian. Donc Obsidian, c'est mon second cerveau. J'ai deux, trois plugins qui utilisent de l'IA, qui me permettent de gagner du temps, de faire des liens, etc. Pour réfléchir comme ça, qu'est-ce que j'utilise tout le temps? Ensuite, il y a à chaque fois pas mal d'IA situationnels. Barden, qui me permet de construire une automatisation simplement en demandant. Simplement, en fait, c'est génial. S'ils arrivent à le développer, pour moi, ils ont le potentiel de justement prendre la place de Make et Zapier. C'est que Mm. quand tu es sur une page, tu peux cliquer sur l'extension, tu peux dire, je sais pas, récupère tous les profils disponibles sur cette page, et ça crée l'automatisation. Ok. Ouais. Simplement à partir de ta demande. Et ça, Ouais. voilà, ça c'est fou. Et pour l'instant, ils n'ont pas assez d'applications connectées, et l'UX, quand toi tu veux créer une automatisation contrôlant, est pas assez bonne pour moi. Mais eux, ils ont le potentiel de devenir vraiment énorme. Euh, donc ça, j'utilise de temps en temps. J'utilise brain.fm. Je sais pas si c'est vraiment de l'IA, si c'est du bullshit ou pas. C'est simplement de la musique pour se concentrer. Et c'est les principales. Ensuite, il y a des trucs enfin, moins grand public. Par exemple, sur le Discord de Free, où il y a une IA finalement qui est spécialisée, qui pour l'instant, c'est pas personnalisé, mais va arriver, c'est quand tu arrives sur le Discord, en fait, un petit onboarding, tu réponds à quelques questions, et ça te permet de recevoir tous les jours sur le Discord, d'être mentionné avec les news journalières personnalisées à ta situation. Que tu puisses Ok. adapter et que tu puisses te tenir au courant par rapport à ton milieu. Et donc, de gagner du temps. Donc, cette IA-là, il y a aussi, enfin, il y a quelques trucs comme ça. Un truc qui est en développement et qui n'est pas encore prêt, pareil, sur la communauté, c'est une IA qui te permet, en gros, n'importe qui dans la communauté peut soumettre un outil. Je te montre un outil IA avec une phrase de description pour expliquer ce que ça fait et un mot-clé et le soumettre au modèle. Et le but, c'est qu'ensuite, tu crées voilà, une base de données, un truc, voilà, un modèle simple, mais qui est capable ensuite, quand n'importe qui vient demander, tiens, j'ai un problème dans tel domaine, j'ai besoin d'un outil Mm. qui est capable de faire ça, et ben, le modèle va chercher les deux, trois outils qui s'en rapprochent le plus avec la description, les liens, que la personne puisse beaucoup plus rapidement aller trouver son outil que les systèmes de référencement classiques, que ce soit Ouais. sur Google, que ce soit les outils type Future Tools, type Futurepedia, etc. Ouais, une FAQ intelligente, quoi. Exactement. Et du coup, c'est quoi actuellement pour toi les limites des outils disponibles ou des outils que tu rêverais d'avoir en IA et qui te disent, ah tiens, s'il y avait ça, vraiment, moi, ça me changerait de ma vie dans ma création de contenu, etc. Ouais, la mémoire. Alors, ça commence à se développer de plus en plus avec Claude, par exemple, qui a 80 000 tokens de mémoire. Mais donc ça, c'est déjà pas mal. Faut qu'il arrive à sortir en Europe, même si on peut utiliser un VPN, c'est pas horrible dans le marché, bref. Donc la mémoire sur pas mal d'IA, c'est assez limité. Euh, il y a des cas spécifiques, Midjourney, par exemple, l'Inpainting, pour l'instant, je trouve pas dingue, honnêtement. Ils ont sorti une première version, il faut que je creuse comment est-ce qu'on peut bien se servir, mais il est pas méga intuitif. Euh,
Globalement, la personnalisation, pour moi, ça manque encore de personnalisation parce que l'IA, on peut faire des choses folles, mais enfin, là, du coup, c'est pas tant dans les outils IA, mais c'est plutôt dans le mix de comment est-ce qu'on peut servir des outils IA dans les outils au quotidien, etc. C'est là où le mix, pour moi, ça manque de personnalisation dans les formations, des trucs comme ça. Aujourd'hui, par exemple, ce que je rêverais, c'est de tourner, je sais pas, 20 heures de formation sur l'IA où je donne toutes les infos et que c'est capable, genre, quand j'ai un nouvel élève, il vient, il paye la formation, il répond à, je sais pas, 20 questions sur sa situation, sur qui il est, etc. Et à partir de ça va lui créer, à partir de mes 20 heures d'enregistrement, ça va lui créer la formation qui lui convient le mieux. Et ce Hmm. serait ce qui permettrait d'avoir la meilleure expérience possible. Enfin, ce genre de Ouais. choses qui, pour l'instant, ne sont pas possibles, mais qui vont arriver. Hmm. Combien de temps, à quel prix, etc., on ne sait pas. Limite, il faut les développer soi-même quand on ne sait pas encore dispo. Mais c'est le genre de choses qui manquent, qui permettraient de faire des choses complètement folles. Et du coup, toutes ces nouvelles choses que les personnes veulent savoir, toi, tu les transmets, et tu les transmets bien, etc. Tu Merci. parles depuis pas mal de temps, là, depuis le début de la création de Fria. Est-ce que tu peux en parler plus de ce projet? Ouais, la Fria, du coup, c'est le projet dont je parlais un peu sur mes 10, 20 ans à venir. Vraiment, on verra. De créer la plus grande communauté francophone sur l'IA pour rendre l'IA accessible à tous. Donc, je vais un peu détailler parce que j'ai jamais eu l'occasion et que ça, je livrer sur le business model. C'est rare que je le fasse. Globalement, le but, voilà, c'est vraiment de rassembler une communauté avec 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 personnes francophones pour rendre accessible l'IA à tous avec pas mal de features. C'est à la fois une communauté un peu comme Stack Overflow qui permet à n'importe qui de, s'il a un problème sur l'IA, il cherche un outil, il cherche comment améliorer son prompt, quoi que ce soit, de venir sur la communauté, poser sa question, d'avoir des réponses d'autres personnes, plus qualifiées, moins qualifiées qui posent des questions, etc. Mais également un endroit où on peut retrouver des informations gratuites, des ressources, etc., des formations, différentes choses, d'avoir les meilleures ressources partagées par la communauté pour apprendre, pour se former au fur et à mesure, parce que pour l'instant, c'est encore un peu limité, c'est le départ, forcément. De simplement parler sur l'IA parce qu'on manque d'endroits. Il y a des communautés Web3, il y a des communautés surtout, il n'y a pas de communauté IA. Moi, je kifferais un endroit, enfin, il y en a un peu en vrai avec le comptoir IA, mais je kifferais avoir un endroit où simplement sur Internet, je peux parler, je peux échanger sur l'IA, sur les trucs à venir, etc., un peu comme on le fait là. Mais du coup, sur un serveur, et ça n'existe pas, donc c'est un des buts de Free me sait de fonctionnalités. J'en ai parlé, je sais pas, j'en ai parlé, mais on a développé un petit truc en interne qui permet à n'importe qui d'utiliser gratuitement Midjourney, technique un peu acquis, qui en gros fait que littéralement tous les membres du serveur passent par un seul compte sur mon serveur Discord, ce qui leur permet d'utiliser Midjourney gratuitement sans avoir de compte. Ce qui permet, Ah, pas euh, mal. ce qui permet de tester, c'est génial, ça permet à n'importe qui de tester quelques images, etc., avant de prendre l'abonnement potentiellement. Mais je trouve ça ouf. Hmm. Ah, c'est Les cool. news personnalisées, le second cerveau, il y a plein de choses qui vont arriver, les suggestions sont ouvertes d'ailleurs, mais le but c'est vraiment de créer l'endroit, la safe place pour n'importe qui, pour apprendre l'IA, pour se former, pour simplement avoir des réponses à des questions et progresser, découvrir ce merveilleux monde. Donc maintenant un peu le business model pour ceux que ça intéresse rapidement. Pourquoi est-ce que justement je parle un peu de B2C, etc. Pourquoi est-ce que je vais pas dans le B2B alors que ça paye plus? Parce que c'est aussi l'objectif un peu le moyen terme, c'est que la première phase de ce projet-là, c'est oui, complètement, enfin, vite aussi, en vendant des formations. Donc, enfin, globalement, tout gratuit et vendre à peut-être 1, 2, 3, 4% de l'audience des formations, enfin, une formation sur l'IA qui permet d'aller encore plus loin que tout ce qui est disponible déjà gratuitement. Donc, ça va être sur les premiers mois, ce qui va permettre de rentabiliser aussi, de créer des boucles de croissance avec, par exemple, de la publicité qui renvoie vers la communauté et qui convertit. Parce que la conversion va être importante pour rentabiliser, finalement, pouvoir dépenser dans la publicité et avoir une grosse croissance assez rapide. La deuxième phase, une fois qu'il y a assez de monde, ou peut-être une fois qu'il y a 10, 20 000 personnes, qu'il y a assez de ressources, il y a assez de choses, que le nom Fria est assez reconnu, est assez crédible. C'est vrai que je commence à faire pas mal d'opérations dans les médias plus traditionnels, les journaux, la télé, etc., qui commencent à se développer en organique en plus, donc c'est cool. Mais donc, cette deuxième phase-là, peut-être faire une levée de fonds en ce moment-là au besoin avec les business angels pour ouvrir certains réseaux, c'est de passer, enfin de tout passer en gratuit, que toutes les formations, tout devienne gratuit pour vraiment permettre à n'importe qui de devenir extrêmement bon, d'aller dans des formations extrêmement pointues gratuitement qui permettent vraiment de développer une vraie compétence valorisable sur un CV, valorisable en entretien, quoi que ce soit avec le nom FRIA, et permettre également à des entreprises qui finalement sélectionnées sur le volet d'avoir accès à cette communauté, d'avoir accès à ces personnes formées sur l'IA pour potentiellement aller débaucher des personnes qui sont formées sur l'IA. Si une entreprise recherche un comptable déjà formé sur l'IA, elle peut y avoir accès dans la communauté. Ce comptable qui s'est formé sur l'IA grâce à la communauté peut également se faire payer plus cher. Et donc, au passage, l'IA peut prendre une commission, du coup, sur un an, sur 2 ans, etc., par rapport à ce que paye l'entreprise
pour finalement se faire rémunérer sur la formation de l'employé, puisque ça permet à l'entreprise de toucher des profils qualifiés, ce qui est la grande pénurie en ce moment. Toutes les boîtes cherchent des profils formés en IA. Et ça, c'est la deuxième phase finalement du projet qui va vraiment permettre de rendre accessible l'IA gratuitement à tous, de vraiment avoir cette démarche-là et également d'être rentable, parce que ça reste le nerf de la guerre de faire de l'argent Oui. en servant aux entreprises, en faisant finalement du B2B. Et une troisième phase, hein, qui est pas vraiment la chronologie, mais qui est en parallèle, qui va commencer d'ailleurs d'ici un mois, c'est que si demain, j'avais une communauté avec 20 000 personnes, enfin, une communauté avec 20 000 personnes qui sont passionnées d'IA, enfin, ou qui en tout cas qui s'y intéressent, et que je lance un SaaS sur l'IA qui résout un problème sur l'IA ou qui est spécifique mais qui utilise de l'IA, et que j'ai même, je sais pas, 2000 utilisateurs jour 1, c'est Ah, c'est génial. pas Je viens de mal. gagner 3 ans dans le processus d'un SaaS qui réussit. Donc, je peux en Ouais. lancer un tous les mois, etc. Aller beaucoup plus vite. Et c'est ça qui vraiment peut me faire devenir multimillionnaire Mm. potentiellement, qui peut vraiment me faire passer dans un autre step, et qui peut encore une fois aussi me permettre d'apporter toujours plus de valeur à la communauté. Et donc, du coup, Fria s'est positionné plus sur le côté compréhension de ce que l'IA peut apporter, prompt engineering, utilisation de logiciels de l'IA. C'est plutôt sur ça qu'est serait porté les ressources et les formations. Il y a un peu de tout globalement sur tout ce qui touche à l'IA. Pour l'instant, oui, ça se concentre surtout sur la compréhension globale, pas sur les dernières techniques acquises, parce que je trouve pas ça intéressant. Mais le but, c'est vraiment de diversifier, de commencer à recruter aussi pour créer plus de contenu, etc. là-dessus, plus de formations. Mais ouais, c'est plus dédié pour l'instant à la compréhension, vraiment permettre à n'importe qui. Enfin, une fois que tu as compris, une fois que tu as, voilà, t'as absorbé les informations, que tu as compris ce qu'on t'explique sur l'IA, tu es capable pour les 2 ans à venir de t'adapter aux différents changements qui vont se passer sans devoir à nouveau te former. Ça te fait pas peur, toi, de créer des formations, par exemple, sur Midjourney et ChatGPT, sachant que en une mise à jour, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent changer sur les interactions. Et donc, en fait, finalement, c'est des choses qui peuvent être obsolètes assez vite et qu'il faut pas mal de mises à jour un peu constantes sur ces trucs-là et avoir une veille un peu constante sur ces produits-là. Et c'est pour ça justement j'explique pas les dernières techniques sur les dernières versions, mais j'explique comment fonctionnent les modèles. Par exemple, dans la première formation que j'ai sortie, Free Assistant, comment créer son assistant personnel avec de l'IA, je parle forcément de ChatGPT. Les plus longues vidéos enfin, se concentrent vraiment sur comment fonctionnent les modèles, les différents, enfin, tout simplement comment fonctionne l'IA, donc comment ce qu'il faut parler à l'IA, quelle que soit sa version, pour obtenir des meilleurs résultats et pas les dernières techniques, tiens, les meilleurs mots utilisés dans ce custom instruction, les meilleurs mots partout. Non, vraiment, comment fonctionnent les modèles, comment ça fonctionne, que tu sois capable de comprendre pour être capable, quelle que soit la version, d'obtenir des très bons résultats. Alors oui, c'est pas, si jamais je te donnais les meilleures techniques, tu serais peut-être aujourd'hui à 100%, mais avec la compréhension, en étant capable de, voilà, de comprendre qu'est-ce qui va se passer, tu seras peut-être à 80% pendant 2 ans. Alors que sinon, tu seras à Ouais. 100% un mois, puis 80% dans 2 mois, puis 60% dans 3 mois, etc. Là-dessus, c'est un avis personnel. Je considère que c'est mieux et que c'est quelque chose de plus intéressant, à la fois pour moi et pour mon audience. Oui, mais de toute façon, c'est un peu les quick wins. C'est un peu Ouais. c'est Pareto, quoi. C'est les 20% d'efforts pour comprendre le modèle global pour avoir 80% de performance après sur ton utilisation de l'algorithme, quoi. Et si tu veux Ouais, chercher les 100%, bah, il va falloir faire une veille de 80% de ton temps pour les avoir, quoi. Ce qui ne sont ouais, pas forcément le plus intéressant. c'est ça. Donc là, tu dis que tu as créé du coup ta première formation. C'est quoi un peu le problème que tu essayais de résoudre avec ça? C'était mal ciblé d'ailleurs. Bah, je l'ai vu, j'ai un peu foiré mon lancement. C'était de gagner du temps grâce à l'IA, de gagner 2 heures par jour grâce à l'IA. Mais comme c'est un problème trop positif, enfin, c'est quelque chose, tiens, c'est bien, je vais gagner du temps. Bah ouais, mais au final, je ferai ça plus tard ou c'est pas nécessaire. Voilà, c'est pas Hmm. nécessaire. Et donc, c'était pas un très bon problème. Mais c'est ça le problème que je cherchais à résoudre. Et du coup, même si t'as un peu foiré le lancement, finalement, il y a un certain succès, non, ta formation? J'ai fait 45 ventes à 300 euros. Enfin, quelques-unes à plus, mais à 400, mais très peu. Et je t'attendais à Donc, quoi au lancement? c'était le palier. Enfin, je savais que j'allais faire ça au moins, même si voilà, en ayant un mauvais problème. Vu la taille de l'audience, vu la quantité de personnes que j'ai touchées, j'ai quand même touché simplement en quelques jours de lancement entre les posts, les newsletters, j'ai touché plus de 70 000 personnes. Hmm. Donc, ce qui est pas rien. Donc, 45 ventes, c'est rien. Mais si jamais j'avais vraiment trouvé mon market fit, j'aurais pu aller chercher au moins les 300 ventes. Je te lancer en profondeur sur les fonctionnements des outils de l'IA actuels. Il y a peu de gens il y a pas mal de gens qui essayent,
peu de gens qui l'intègrent dans leur vie. Est-ce que tu penses que ça va changer dans les années à venir, ce truc-là? Est-ce que les gens seront Ouais. plus ou moins obligés de l'intégrer? Ou, si je reformule un peu différemment, c'est que ce que je pense, c'est que, enfin moi, pour l'IA, c'est que l'IA ne va pas remplacer des gens. Mais par contre, une personne qui utilise une IA qui devient plus productive, bah, va remplacer une personne qui ne veut pas se former ou pas entendre parler de cette révolution. Mais remplacer 5. Bah, Mais ça augmente les gens. c'est ça. Bah, en fait, tu parlais de Luc Julia tout à l'heure, qui dit l'intelligence artificielle n'existe pas. Lui, il veut appeler ça intelligence augmentée, ce qui est un peu Ouais. d'ignorer les fantasmes de certaines personnes. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, mais bon, maintenant que ça s'appelle comme ça, on va pas changer Je le nom. considère que c'est du marketing. Ouais, c'est du marketing, mais en fait, c'est qu'il y a pas mal de gens. L'intelligence artificielle, c'est le même mot pour la science-fiction, et du coup, ça fait naître quand même pas mal de fantasmes. Et donc, ça, des fois, c'est un peu nocif. Mais l'intelligence Mais augmentée, moi, c'est j'aime bien aussi ce ça, qui nous quoi. permet d'avancer. C'est les rêves qui Mhm. nous permettent de Oui, bâtir des projets, de rendre l'impossible possible parce qu'on a vu un truc dans un truc science-fiction, etc., qu'on a une idée complètement folle, qu'on se dit, bah ok, Mhm. c'est fou, c'est impossible, tout le monde me dit que c'est impossible, comment est-ce que je peux me démerder pour le faire? Ouais. C'est comme ça qu'on a les trucs les plus fous qui arrivent. Mais sur du coup, ta question originale sur le fait comment est-ce que ça va est-ce que ça va être adopté, etc. Pour moi, ça va être un peu comme les ordinateurs où au départ, quasiment personne ne s'en servait. Alors, moi, j'ai pas connu cette époque-là, mais mes parents me racontent, etc. Je le vois, voilà. C'est que les ordinateurs n'étaient pas trop utilisés, on restait sur du papier ou sur les machines à écrire, etc. Et que bah, progressivement, ça s'est imposé et qu'aujourd'hui, c'est très impensable de travailler sur Internet autrement que sur un ordinateur. Il sera impensable dans l'extrême majorité des domaines de travailler sans même prendre en compte Internet. Ouais. Donc ça s'impose. Et alors, pour moi, c'est pas la même chose entre Internet et l'IA, parce que l'Internet est un nouveau domaine, là où l'IA est une augmentation dans tous les domaines. Mais c'est déjà en train de devenir une donnée structurante un peu partout. Ça va devenir quelque chose de nécessaire. J'ai déjà dit, c'est déjà un peu dans toutes les grosses entreprises, dans les industries surtout. Ça va le devenir pour moi dans la vie de monsieur tout le monde. Ouais. À quelle rapidité, je sais pas. Enfin, c'est comme les robots et comme le transhumanisme dans quelques temps, mais bon, c'est un peu plus longtemps. C'est pas très populaire, donc voilà, aujourd'hui. Mais ça va s'imposer, je sais juste pas quand et comment. Et du coup, toi, c'est quoi, toi, l'impact que tu vois chez la vie dans Monsieur Tout-le-Monde? Un gain de temps, un gain d'efficacité, plus de choses qui sont possibles. Donc, je vois que le téléphone, c'est finalement un accès à plus de choses. C'est pouvoir accomplir plus et paradoxalement moins parce qu'on devient happé par les pièges qui existent, tels que les réseaux sociaux, tels que voilà, la dopamine facile, dans lesquels j'ai malheureusement aussi pu tomber parfois. Mais donc, l'IA va encore plus polariser tout ça. Ça va s'imposer. Voilà, la majorité des gens peut-être vont vouloir faire encore moins grâce à l'IA, vont faire encore moins grâce à l'IA, enfin, à cause de l'IA, et tandis qu'une minorité de personnes va s'en servir pour accomplir beaucoup, beaucoup plus. C'est ceux qu'on Mhm. voit aujourd'hui, qui créent du contenu comme toi, qui voilà, se donnent les moyens, se forment en ligne, qui créent des projets, etc. Se servent des leviers dans le bon sens et pas dans le mauvais. Ouais. Après, moi, ce que je voyais vraiment faire depuis quelques années, c'est qu'en fait, l'IA, elle est utile, elle fait gagner du temps à tout le monde, mais à l'insu de tout le monde, en fait, en soi. Les gens, en Ouais. fait, se rendent Mais pas compte. ça va devenir pour moi enfin, bientôt visible. Justement, c'est dans les industries, Mhm. bientôt ça va devenir visible. Parce qu'il y a même des choses, par exemple, là, il y a pas longtemps, il y a DeepMind qui a sorti, grâce à une IA, qui a fait gagner du temps sur un algorithme de tri, en fait, qu'on utilisait depuis 30 ans. Et en fait, sans s'en rendre compte, ça va faire gagner du temps à tout le monde parce que ces algorithmes sont utilisés partout en programmation, quoi. Et donc, ça Ouais, va faire gagner sans savoir. Du coup, il y a des IA qui vont arriver, déjà même sans l'utiliser concrètement, tout le monde va utiliser les fruits un petit c'est peu ça. de ces IA, quoi. Les algorithmes, simplement les Ouais, algorithmes et des plateformes de contenu. On se sert de l'IA depuis des années, sans même y penser. ouais, Mais un autre truc avec l'IA que ça a permis récemment, c'était de diminuer de je sais plus combien les dépenses énergétiques de Google sur un certain aspect. Mhm. C'est assez fou. Parce qu'on Ah, pense du coup toujours au côté néfaste. Là, c'est la différence entre les points de vue, entre ceux qui pensent qu'on doit tout couper pour pour arriver au niveau où simplement on utilise uniquement les ressources supplémentaires produites chaque année par la Terre, par voilà, tout ce qu'on fait. mhm. Et il y a ceux qui pensent que la technologie, enfin, on peut dépenser beaucoup plus de ressources et que la technologie va compenser. Pour l'instant, je me positionne pas trop. Je suis plus enfin, j'ai tellement pas, je peux pas avoir d'impact, je me positionne pas, et juste je profite de la tendance. Ouais, mais après, ça là, il y a plein de gens qui disent oui, l'IA, ça coûte cher, et ça pas, enfin, c'est des coûts néfastes, etc. Par exemple, là, moi, je travaille sur c'est des trucs des postes, etc. Par exemple, moi, je travaille sur de l'imagerie médicale.
et de faire en sorte que l'IA analyse des images. Et les gens qui disent oui, mais on a des médecins, mais en fait, non, il y a des déserts médicaux, il y a certains hôpitaux où il n'y a pas de médecins. Donc, d'essayer de mettre il y a des gens, du coup, qui sont généralistes qui s'occupent de ça. Donc, d'essayer de mettre de l'intelligence dans des IRM, des choses comme ça, pour essayer de les aiguiller, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir certaines pathologies ou pas l'habitude de lire certaines choses. Ça peut être bénéfique sans. Donc, ça remplace une partie de la chose, mais c'est toujours déjà l'humain de prendre une décision. C'est plutôt de l'aide à la décision qu'une automatisation complète d'une personne, quoi. Et toi, du coup, dans ce truc-là, sans parler du coup quand on parlait d'écologie, machin, etc., tu es plutôt optimiste ou pessimiste sur les évolutions futures de l'IA? En fait, je me pose pas la question. Puisque dans tous les cas, ça ne changera rien à ma vie, que je pourrais pas avoir d'impact sur ce futur-là, qu'il soit positif ou Hmm. négatif, que je sois optimiste ou négatif, je pourrais pas avoir d'impact sur le développement de l'IA, en tout cas pour Hmm. aujourd'hui. Donc, je me pose pas la question et j'en profite. Ouais, une réponse plutôt stoïque. En mode, bon, vu que je ne peux rien faire, je profite. Tu fais, Je ok. suis assez sensible à la psychologie stoïque, à la Ouais, moi, philosophie stoïque. pareil, ouais, je lis pas mal de choses, c'est un truc qui me parle bien. Et au niveau du coup non pas forcément positif ou négatif, mais au niveau de l'éthique, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup en ce moment, du coup, de l'IA, de l'éthique, etc. C'est pas mal par les bases de données qui doivent être représentatives finalement de la population, sinon on tombe dans des dérives éthiques, etc. Toi, c'est quoi, pour toi, les questions éthiques auxquelles il faut réfléchir lorsqu'on travaille sur des projets d'IA? Euh, alors déjà, j'ai une notion de l'éthique qui est que, enfin, l'éthique ne dépend uniquement que des croyances morales d'une société, enfin d'un lieu géographique à l'instant T. Donc, j'ai une notion de l'éthique. Enfin, ça dépend comment est-ce qu'on voit l'éthique. Est-ce qu'on est plutôt en mode, tiens, je veux que je sois en accord avec ma morale. Dans ce cas-là, faire attention à l'exploitation. Est-ce qu'on finalement ne désavantage pas certains milieux, etc. On peut se poser la question, est-ce que je ferai des emplois, machin. Ça dépend encore une fois de la morale de chacun. On peut se poser la question, qu'est-ce qui est moralement bien pour la société et qui peut éviter de provoquer des bad buzz, par exemple, ce genre de choses. C'est un peu parfois voulu d'ailleurs d'avoir des bad buzz. Euh, c'est un ami Fortimedia récemment qui en a provoqué certains volontairement. Ça me fait penser, ça me fait rire. Donc ça peut être volontaire, mais réfléchir sur cette question-là éthique, morale, euh, qu'est-ce qui est bien pour la société? Dans ce cas-là, ça va être justement de faire attention à utiliser des données éthiques, à penser du coup voilà, aux consommateurs, aux trucs écologiques, etc., au niveau d'énergie, à ce que ce soit économique, bref, ce genre de choses. Ou alors en avoir strictement rien à faire pour vouloir faire de plus de profit, mais qui a aussi un risque finalement. Enfin, pour moi, voilà, la question de l'éthique dans les boîtes, c'est pas tant une question, enfin, ça peut être une question morale, mais rationnellement, la question se pose plus d'un point de vue économique, en fait, de savoir en termes d'éthique, qu'est-ce qui vaut le coup. Et, par exemple, les boîtes qui font le choix de, par exemple, d'être neutre en carbone, c'est souvent pour des questions économiques. Pareil pour la question des droits, c'est pour éviter de se faire redresser juridiquement, c'est pour éviter de se prendre des procès aux fesses, ce genre de choses. Donc, honnêtement, ça va dépendre de chacun dans chaque domaine, quoi. La question éthique est assez touchy, on va dire. Ouais, ça c'est touchy. Puis comme tu le disais très bien au début, c'est que un positionnement éthique, ça se positionne sur enfin, la morale. La morale aujourd'hui et la morale il y a 30 ans évolue et c'est plus la même. Voilà, Donc aujourd'hui, c'est on peut mouvant, regarder quoi. des films d'il y a 50 ans en étant choqué, alors qu'à l'époque, Ouais. justement, c'était le summum de la morale. Hum, Donc, voilà, ça dépend du positionnement de chacun. Mais on va dire que, en tout cas dans mon cas, mes agissements moraux et éthiques concernent finalement plus un intérêt parce que même la morale, enfin, pour être en cohérence avec la société, etc., parce que c'est souvent positif, c'est quasiment toujours positif pour du coup la personne qui le fait, bref. Donc, ok. Du coup, on va changer un peu de sujet. On va parler du coup en septembre, tu vas intégrer du coup une école de commerce. Donc c'est dans peu de temps, bientôt la rentrée. Du coup, pourquoi tu as fait du coup ce choix? Pourquoi une école de commerce? Là, du coup, tu es entrepreneur, tu gagnes bien ta vie. Pourquoi se dire, bah tiens, je vais quand même faire une école de commerce et je vais pas continuer, passer tout mon temps sur un peu rouler la pierre de coup de Frilla pour que ça se développe euh, de plus en plus vite et d'avoir les intérêts cumulés le plus rapidement possible. j'y pense, c'est prix A, il n'y a pas de prix IA, c'est FR2EA, bref. Justement, anecdote sur les écoles, c'est que j'ai fait un post il y a 2 semaines sur pourquoi est-ce que j'ai en école de commerce.
alors que j'étais entrepreneur, que je gagnais déjà pas mal, très bien ma vie, etc. Pour l'anecdote, ce post n'a pas été écrit par moi. Il a été écrit par Thibault Louis à l'occasion d'un service que je lui ai rendu. Il m'a fait, bah tiens, est-ce que je peux faire un truc en échange pour toi? J'ai fait écrire un post viral, ça fait ça va être drôle. Il a écrit ce post-là, qui est vrai, hein, qui est vraiment, enfin, qui est ce que je pense, c'est par rapport à ce que je lui ai dit. Et post qui a très bien fonctionné, qui est aujourd'hui le troisième post le plus vu de mon compte LinkedIn. Bref. Justement, pourquoi est-ce que je suis allé en école de commerce et pas continué en tant qu'entrepreneur, j'ai pas arrêté les études. La première raison, c'est simplement que je n'avais pas le choix. C'est que au niveau des parents, en fait, c'était juste no way, enfin, que je ne fasse pas d'études parce que Hmm. voilà, ben, j'ai négocié, on va dire, le fait de ne pas faire de classe préparatoire, mais c'était inconcevable pour mes parents, pour la sécurité, même pour moi, pour mon intérêt personnel, de pas faire d'études. Donc, voilà. Un- enfin, pas possible, pas négociable. Mais aussi pour le réseau, c'est que, par exemple, enfin, même si oui, je peux très bien construire mon réseau ailleurs, j'ai déjà un très gros réseau, etc. Je connais beaucoup de gens. Je connais beaucoup de gens à l'ESSEC déjà, dont des professeurs, dont des intervenants, etc. Mais un truc qu'on ne prend pas souvent en compte quand on pense au réseau, c'est le biais d'appartenance. Et que, naturellement, même si je peux connaître à la fois des gens à HEC, à l'ESSEC, etc., ou j'aurais pu connaître déjà, je connaissais déjà des gens à l'ESSEC, le fait que j'en fasse aussi partie va faire que si jamais je croise une personne de l'ESSEC ou quoi, naturellement, la relation va être beaucoup plus amicale et beaucoup plus forte et on va avoir tendance à se soutenir parce qu'il y a ce biais d'appartenance par Hmm. rapport à si uniquement je la connaissais. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est devenu un très très bon ami récemment, Jules Palatin, qui est très très stylé, qui est très très bon, qui est l'agence numéro un sur la création et la gestion de Discord en France, enfin, en francophonie, et qui on avait une discussion, mais j'avais même pas titulé sur son profil ou quoi, de quelques messages, et qui m'avait renvoyé un message quand j'avais fait un post sur les secs, disant bah tiens moi aussi j'ai suivi, etc. Je suis chaud qu'on se voit, et qui a fait exactement le cursus que je voulais faire, mais je choisis bref. Et donc c'est là où j'ai vraiment engagé la conversation avec lui, où j'ai redécouvert son profil, où au final j'ai découvert à quel point est-ce qu'il était chaud, et derrière c'est devenu un très très bon ami, alors que peut-être que enfin, j'avais déjà engagé avec lui, mais j'étais pas allé plus loin quoi, alors que naturellement ça s'est fait et le fait qu'il y a le tampon essai qui a joué parce qu'on l'a tous les deux, etc. Et donc, forcément, c'est aller plus vite, quoi. Bref. Hmm. Je vois que j'ai d'ailleurs beaucoup de personnes dans mes abonnés, dans mon réseau, qui font partie de l'ESSEC, enfin, beaucoup, proportionnellement par rapport aux autres écoles. J'en ai beaucoup plus de l'ESSEC que d'HEC ou que de l'ESCP ou de Hmm. l'EDEC, etc. Donc, ça joue aussi. Et dernier point, c'est pour tout ce qui est levier bancaire, levier immobilier, etc., pour lever de la tête, etc., où c'est à la fois plus simple et à la fois les plus gros leviers quand on a un tampon d'école. Par exemple, au lieu de venir avec 1 million, de repartir avec 3 sans tampon, peut-être que je repartirais avec 5 ou 6 avec le tampon et sec. Ok. Et vu que tu avais déjà tous ces comment dire, bagages entrepreneuriales, etc., qui sont du coup enseignés à l'ESSEC, il y a pas mal de cours sur ça, etc. Du coup, pourquoi une école de commerce, c'est pas une école d'ingénieur pour du coup avoir un peu ce double casquette et de mieux comprendre du coup ce qui se passe derrière l'IA, mais d'un point de vue technique. Bah, première raison, c'est niveau temps, parce que école de commerce, justement, déjà, c'est connu pour avoir du temps. Et comme j'ai déjà pas mal de notions, j'ai le temps de faire d'autres choses à côté. Enfin, j'ai le temps de développer un projet, etc. C'est ça que le jour du lancement de Free.a, le lancement public de Free.a, littéralement le même jour que ma rentrée scolaire. Mm. Mais ça, faut pas le dire. Ce que j'aurais pas forcément pu me permettre de faire en école d'ingénieur. Et également, honnêtement, parce que j'ai pris cette décision à une époque où je m'étais pas plongé à fond dans l'IA. Et c'est là où je dis que je regrette, par exemple, de pas mettre formé au code quand j'étais plus jeune. C'est que je savais que j'allais faire du commerce et j'ai pas réfléchi. Par exemple, c'est comme je me suis pas préparé aux universités américaines. Je sais que ça aurait été plus pertinent de ma situation de rentrer en université américaine l'an prochain, enfin cette année, quoi. Mais je l'ai pas préparé assez tôt, donc c'était pas possible. Euh, Pareil pour l'école d'ingé, j'ai fait ce choix-là assez tôt sans penser au fait que ça pourrait être intéressant, enfin justement par rapport à ma carrière, etc., d'avoir la double casquette. Et c'est potentiellement un truc. Alors du coup, maintenant, si j'avais le choix, je dirais l'université américaine, où du coup je suis un peu les deux. Mais, euh, mais oui, c'est une chose qui aurait pu être intéressante. Ok. Du coup, on arrive à la fin de l'interview. À chaque fois, je pose quatre un peu mêmes questions en fin d'interview. J'ai un peu les adapter pour qu'elles correspondent un peu mieux à ton profil. Du coup, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'intelligence artificielle? Par où il peut commencer? C'est quoi pour toi les choses importantes à savoir? Ouais. Déjà, ne pas chercher à se former en intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, pour moi, c'est pas un domaine. Enfin, c'est un levier. Et comme, comme, ah,
comme je dirais, l'écriture pourrait être un levier pour certains, enfin, ça peut être certains domaines. Donc, c'est compliqué à expliquer, mais c'est dans le sens où elle a un impact partout, mais tu peux pas, par exemple, dire, tiens, je suis bon en intelligence artificielle. C'est compliqué de dire, je fais que de l'intelligence artificielle. Non, tu fais de l'intelligence artificielle dans quelque chose d'autre. C'est très rare les personnes qui font des algorithmes pour des algorithmes, par exemple. Euh, et je dirais, si tu veux te former sur l'intelligence artificielle, regarde dans quel domaine tu es bon, quel domaine autre tu vas aller, qu'est-ce qui t'intéresse, etc. Je sais pas si la finance, regarde bah, les questions d'algorithmes liées à la finance, etc. C'est hyper intéressant. Si c'est dans la santé, il y a aussi énormément de choses à faire, c'est lié. Et regarde avec quoi est-ce que tu peux lier l'IA pour que vraiment avoir un impact sur autre chose et pouvoir vraiment te former là-dessus et devenir bon. C'est là où vraiment ça aura un intérêt et c'est là où ça aura beaucoup de valeur. Parce que se former à l'IA pour se former à l'IA, concrètement, c'est pas le plus utile. Et c'est pour ça que, par exemple, j'essaie de garder en vue là-dessus que moi, je me forme pas qu'à l'IA, je me forme à l'IA pour l'influence, pour les réseaux sociaux, pour la création de contenu, pour mon développement personnel, et que Hmm. c'est aussi lié à l'éducation, que on n'a pas parlé, mais les objectifs de vie sont liés à l'éducation. l'IA, c'est une forme d'éducation finalement à l'IA de la majorité, enfin, qui permet d'éduquer énormément de monde à l'IA. Donc, Hmm. voilà. Ouais, non, mais c'est intéressant vu que c'est transversal de se mettre à privilégier du coup un domaine. Après, l'IA pour l'IA, ça sert quand tu fais de la technique, par exemple. Euh, par, Oui, mais il y en a par plus, enfin, exemple, ça concernera pas la majorité des gens. non, C'est pour ça non, que je c'est préfère ça. éviter de le recommander. Ouais, c'est ça, c'est parce que du coup, par exemple, moi j'ai pu travailler en finance, en bancaire, en assurance, dans le médical, dans le retail, dans la logistique. Et pourtant, c'est pas des domaines que je maîtrise. J'arrive, moi j'apporte mon côté technique et je me sers dans une équipe pluridisciplinaire d'autres personnes qui ont ce côté métier. Et j'essaie de traduire ce côté métier en côté technique pour créer des modèles qui vont optimiser, par exemple, leur chaîne logistique ou qui vont apporter sur certains points. Mais c'est vrai que tu as raison, il y a quand même plus de personnes qui vont utiliser dans le monde, en fait, qui vont utiliser des algorithmes plutôt qui vont faire de la data science, du machine learning, du deep learning, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en soi, c'est surtout c'est pour commencer. Parce que en soi, une fois que tu maîtrises dans un domaine, tu peux développer dans d'autres. C'est une porte d'entrée pour moi. Et la porte d'entrée, faut pas que la porte d'entrée soit l'IA pour l'IA. La porte d'entrée, c'est Hmm. l'IA pour quelque chose. Derrière, tu peux aller partout. Mais Ouais, c'est peu simple pour entrer. Je ne trouvais pas te décourager après 3 mois parce que là, c'est une nouvelle mode. Ah, j'ai envie de me lancer. Puis il y a une nouvelle mode. Ah, j'ai envie de me lancer, etc. Et perds du ouais. temps. C'est Ouais, pas. je suis d'accord, ouais. Les personnes qui se disent, ah bah tiens, c'était les NFT, donc je fais de l'NFT, c'est du dropshipping, donc je fais du dropshipping. Et finalement, ils ont pris plein de trucs, mais ça fait 4 ans, et ils ont changé 5 fois de domaine, et du coup, ils n'ont pas de base stable, et du coup, ils sont là un peu perdus, ils attendent la prochaine vague pour essayer de percer, mais c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que par exemple, là, en fait, pour moi, il y a deux profils. Il y a des profils du coup qui vont être plutôt, qui vont faire du machine learning, etc. Et pour qui faire du prompt engineering, ça va pas trop les aider. Il y a des profils où en Complètement. fait, ils vont se dire, ah tiens, moi, par exemple, je sais pas, ils sont, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, comptables et ils veulent utiliser de l'IA. Pour eux, ça sert à rien de savoir faire du Python, par exemple. Ouais, Donc, bah, il y a plein de domaines dans l'IA, hein, c'est très large. ouais, Il y a c'est plein de ça. Et donc, du coup, les gens sont souvent un peu perdus. Donc, c'est vrai que c'est intéressant des fois d'avoir un peu cette big pictures de, en fait, qu'est-ce que c'est que l'IA et qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, c'est vrai que si Free A, du coup, je le prononce bien, c'est ça, C'est Free ça, A. Priya. C'est le but de Priya, ouais. Et si Free A peut faire ça, peut déjà se donner cette mind map un peu de c'est quoi l'IA et comment je m'y retrouve. Et moi, pour que ça me serve à moi, qu'est-ce que j'ai besoin et où je peux le trouver, ça serait vraiment très bien. C'est un des buts, c'est, voilà, permettre d'avoir des ressources accessibles sur un peu tout, voilà, tester un peu, explorer, voir ce qui plaît ou pas. Très bien. Et est-ce que tu as un domaine, un livre que tu recommandes souvent sur un peu cette thématique? Sur l'IA, non, parce que j'ai quelques-uns sur ma liste de lecture, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai beaucoup entendu parler de La guerre des intelligences de Laurent Alexandre, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas trop donner avis dessus. C'est lié indirectement à l'IA, c'est un livre que je recommande souvent. Pas tant pour l'histoire, enfin, l'histoire est bien, mais c'est le livre Community, écrit par Luna Joyce, qui a été pris Albert. Je me demande si je n'ai pas Albert hier, si je ne peux pas le trouver. Non, je ne le trouve pas comme ça. Mais donc qui raconte finalement un monde dans quelques années, finalement, après pas mal de changements, après voilà, pas mal de changements sans trop spoiler. D'ailleurs, on tombe dessus assez vite, on s'en rend compte assez vite, mais globalement, presque tout est un peu automatisé, tout est géré artificiellement ou par des choses, enfin bref. Donc, et qui permet d'élargir sa pensée, je dirais, sur la liberté et sur le rôle que l'IA doit jouer dans nos vies.
Euh, Sachant qu'il faut réfléchir, pour moi, il faut réfléchir à ce bouquin en regardant l'univers d'un point de vue extérieur et pas que du point de vue du personnage qui est très clairement très biaisé par des idéaux libéraux américains typiques. Mm. Euh, Ce qui n'est pas néfaste, hein, mais qui du coup biaise complètement le. Forcément, Oui. parce que c'est une histoire et il faut que ce soit biaisé pour que ce soit une bonne histoire. Mais Mm. je trouve ça très intéressant de réfléchir à cet univers qui est dépeint par Lina Joyce pour élargir sa pensée sur l'IA et la liberté. Top. Moi, je ne connaissais pas. Je vais le mettre à ma liste. Et pour les personnes qui veulent le retrouver, ça sera du coup en description. Je mettrai un lien sur ce livre-là. Est-ce que du coup, tu as, une citation, un proverbe qui vient souvent à l'esprit, qui te drive C'est pas vraiment une citation ou un proverbe. un état d'esprit, un truc voilà, qui. Ouais. C'est. Ah, je sais plus les mots, je sais plus comment le formuler, mais le fait de. Plutôt que de vouloir. Enfin, t'as pas besoin d'être un expert, on en a déjà parlé, t'as pas besoin d'être un expert pour communiquer, etc. Commence par apprendre, puis commence par le partager, par l'enseigner. C'est comme ça qu'au final, tu compléteras la boucle et que tu maîtriseras toi-même mieux. Que c'est comme ça que tu deviendras un expert. Et c'est pas l'inverse. Tu dois pas d'abord devenir un expert pour suivre cette boucle. Non, mais je suis totalement d'accord. Quand j'ai commencé des cours, par exemple, il y a plein de fois où j'étais là en me disant, ah bah ça, par exemple, je le sais pas, mais je sais que je pourrais l'apprendre. Et puis, du coup, je passe genre des semaines à faire mon cours, etc. Et à la fin, je suis là, je le donne. Et il y a des élèves qui me posaient des questions. Et j'étais là en mode, ah, j'avais Hmm. jamais vu sur ce truc-là. Et du coup, ça reconnecte des choses. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir une idée bien plus claire de enfin, cette mind map, cette vue globale de l'intelligence artificielle, du machine learning, deep learning, etc. Le fait de l'enseigner, ça éclaircit quand même pas mal de choses, ça rend tout plus cohérent en fait, je trouve. Enseigner la meilleure manière d'apprendre. C'est ça. Et donc en fait, il ne faut pas attendre d'être expert pour enseigner parce qu'il y a plein de choses où, bon, bah voilà, par notre petite expérience, on peut transmettre et faire avancer des gens, d'autres personnes, quoi. Et ça, c'est un Faut peu quand même le. se rappeler que les auditeurs de ce podcast écoutent un gamin de 16 ans parler d'IA. Donc, si on peut Non, apprendre un gamin de 16 ans, on peut apprendre de n'importe quelle personne qui débute. c'est ça, et du coup, et je trouve que il y a pas mal de gens qui osent pas se lancer. Par exemple, moi, du coup, j'accompagne des gens, par exemple, des fois qui veulent devenir freelance, tu vois, qui sont déjà 2 3 ans d'expérience et qui se disent, ah ouais, non, faut peut-être que je tente 5 ans, alors qu'en fait, s'ils travaillent aujourd'hui dans une entreprise et qu'ils font du bon taf, ils feront une bon taf en étant Bien freelance sûr. aussi. Donc, en fait, c'est Ah, faut se rappeler quand même que le métier de développeur, c'est passer la majorité du temps à résoudre des problèmes en lisant de la documentation. C'est pas simplement taper des lignes de code, hein. C'est ça, Donc, ouais. Il y a ça, il y a aussi il y a pas mal de fois où en fait, il n'y a pas que faire une ligne de code. Des fois, c'est juste mieux sortir le problème. Et en fait, des fois, si tu réfléchis bien le problème, tu résous en une ligne de code. Parce que si tu avais mal réfléchi au problème, tu aurais pu en faire 10 mal c'est optimisés, quoi. ça. C'est de la logique, c'est du temps passé à apprendre des nouvelles technos, des nouvelles manières de fonctionner, des nouvelles logiques, Hum. etc. Et c'est ça. Et le plus important, c'est de se dire, mais en fait, je me lance. En fait, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Et en soi, quand on Pire des cas. partage, et surtout quand on partage, en fait, on se rend compte que la plupart des gens sont quand même bienveillants, quoi. C'est Au pas pire, on genre. cache son visage, hein. Je prenais l'exemple de Fortune Media, il a quand même fait 4 ans et plus d'1 million de chiffre d'affaires sans partager son visage une seule fois. Alors récemment, il a fait son face reveal, mais avant ça, Hum. il a quand même tenu longtemps, en plus sur un milieu, le make money, sans partager Hum. son visage. Donc c'est aussi possible pour ceux qui en ont peur. C'est ça, ouais. C'est où j'essaye à chaque fois de dire, mais non, mais. Puis voilà, enfin, on n'est pas comme sur Twitter où la plupart des gens, il y a quand même pas mal, il y avait des communautés qui étaient un peu de troll, etc. La plupart du temps, en fait, 90% des gens sont LinkedIn, bienveillants, en fait. LinkedIn, ça se développe. Oh, LinkedIn, c'est un enfer, ça se développe, les communautés de Ouais, trolls. ouais. Bah, il y en a toujours eu un peu, mais c'est vrai que, enfin, moi, je suis assez, même sur YouTube, tu vois, la plupart des commentaires, en fait, sont bienveillants et ça, c'est trop cool, en fait. Quand on se lance, on a Ouais. toujours peur du regard des autres et en fait, la plupart des gens, soit les gens ne regardent pas ce qu'on fait, ou les gens sont bienveillants, tu vois, enfin, Alors, oui, en vrai, là-dessus, je suis obligé d'apporter une nuance, c'est que tu auras forcément au moins un commentaire négatif sur 200 commentaires positifs et oui. qu'il touchera probablement beaucoup plus que les 200 positifs. Mais là, du Donc, coup, on parle de 200 commentaires. Quand on commence, on n'a pas forcément 200 commentaires. oui, non, c'est vrai, quand on Ça commence, y est, même quoi. il suffit que tu fasses un buzz, il suffit que tu fasses un truc. Hmm. Et je suis obligé d'apporter un disclaimer, c'est que, voilà, faut. Et d'ailleurs, c'est pour ça, que ça marre qu'on parle souvent, c'est que bah, pour être insensible aux commentaires négatifs, il faut être insensible aux commentaires positifs. Et que d'ailleurs, c'est ça le piège. Mais Hmm. si jamais tu es sensible à ça, un seul commentaire négatif te touche bien plus que tous les commentaires positifs que tu peux avoir. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais quand on commence, souvent, il n'y a pas beaucoup de réactions. Et il y a peu de réactions, C'est souvent, positif finalement. c'est assez positif. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, plus on est un aimant, plus on capte de l'attention, plus il y a avoir des côtés négatifs aussi. Ça, faut s'y attendre, quoi. Hmm. Du coup, là, on arrive à un dernier moment de cette interview. C'est est-ce que tu as un message à faire passer, des choses que tu aimerais partager pour les personnes qui nous écoutent? Si vous êtes jeune, lancez-vous.
Il est jamais trop tôt. Puis prenez de l'avance. Si vous êtes entre les deux, enfin, si vous êtes trop vieux, c'est pas grave. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Et si vous êtes au milieu, qu'est-ce que vous attendez? Et là, c'est aussi le moment de dire aux personnes qui écoutent où les gens peuvent te retrouver et te suivre. Ouais, sur LinkedIn, au nom de Théo Leblanc. Peut-être sur YouTube au moment où sortira le podcast, je sais pas, au nom de Théo Leblanc. Aussi sur les réseaux courts. Instagram, du coup, j'ai déjà un compte Théo Leblanc, pareil. Théo.-du-bas.leblanc, si c'est dur de le trouver. Bref, il y a trop de Théo Leblanc, j'ai un prénom et un nom commun. C'est comme ça. TikTok, je sais pas si je l'aurais créé, pareil. Twitter, enfin X, je sais pas si je l'aurais créé au moment où ce sera sorti. Le podcast FRIA, FR2EA qui parle d'IA, j'en ai pas du tout parlé, mais c'est 12 épisodes. Alors, au moment où on sera sorti, alors, peut-être déjà les 12 pour l'instant, il y a 6 épisodes qui sont sortis, entre 10 et 15 minutes, pour expliquer justement concrètement ce qu'est l'IA. Et c'est un podcast, c'est intemporel, c'est pas des infos, les dernières news ou quoi. La newsletter FRIA, qui est disponible sur du coup mon profil LinkedIn, ou un peu partout sur mes posts, etc. Et le serveur Discord FRIA, que normalement vous pouvez retrouver sur n'importe laquelle de ces plateformes en cherchant, qui sera probablement en lien épinglé, en biographie ou quoi que ce soit. D'accord. De toute façon, tu me passeras le lien. Je mettrai tout ça dans la description. Donc voilà, vous avez juste à cliquer. Je vais vous simplifier ça et vous pourrez suivre sur tous les réseaux dans la description. En tout cas, merci beaucoup Théo d'être venu. C'était vraiment top de pouvoir discuter et de pouvoir aussi partager ça avec les personnes qui nous écoutent. Vraiment, merci à toi. Avec plaisir et merci pour l'invitation.